Salut, c'est Émilie et Mélanie sur le podcast de la patate chaude. Un podcast de Solipulse, engagé auprès des assos pour les aider à développer leur communication et leur levée de fonds. Alors que vous soyez bénévole, salarié ou les deux, cette pause sonore s'adresse à toutes les assos. Et enfin, après cette longue introduction, l'épisode va enfin pouvoir commencer. Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode toujours plus spécial. Et avant de vous en dire plus sur le sujet du jour, je tiens juste à vous préciser que tous nos épisodes ont pour objectif de vous partager un savoir, une expertise. Il ne s'agit pas d'une promotion particulière d'une association, d'une entreprise ou encore d'une personne. Bref, les épisodes sont libres, gratuits et non sponsorisés. Alors c'est parti, aujourd'hui je suis ravie de recevoir Pauline. Pauline est responsable communication partenariat de la plateforme de financement participatif bretonne. Ça s'appelle Kengo. Et avec elle, on va parler crowdfunding régional, animation d'une campagne, objectifs de financement. Et surtout, on va essayer de tout démystifier. La recherche de financement, c'est souvent perçu comme une patate chaude, d'où le nom de notre podcast. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais en réalité, il suffit juste de prendre les choses pas à pas, d'appliquer une méthode, de s'y tenir. Alors, tout d'abord, petite définition. Le crowdfunding, c'est quoi? C'est littéralement le financement par la foule. Vous comprendrez grâce à Pauline en quoi la foule est importante. Mais du coup, c'est tout simplement un outil de financement qui prend la forme d'une collecte en ligne. Pour commencer, est-ce que Pauline, tu peux te présenter? Alors, moi, je suis Pauline, donc la responsable communication de Kengo.bzh, donc la plateforme dédiée, la plateforme de financement participatif dédiée au projet breton. Pour bien poser le sujet, est-ce que tu peux nous citer 4-5 grandes caractéristiques typiques du crowdfunding? Alors, les principales choses à savoir, en tout cas quand on lance un financement participatif, c'est qu'effectivement, ça va permettre aux porteurs de projets de, bien sûr, collecter une enveloppe budgétaire. Souvent, c'est plutôt une enveloppe budgétaire qui est complémentaire à d'autres modes de financement un petit peu plus traditionnels, bien que parfois, effectivement, dans le cadre d'une action bien précise, ça peut être l'intégralité de l'enveloppe budgétaire qui soit collectée en financement participatif. Et du coup, le financement participatif va avoir plusieurs avantages. Ça va être notamment le fait de mobiliser un réseau, mais aussi de développer son réseau. Donc ça, c'est une vraie force, c'est qu'effectivement, on va avoir beaucoup de retombées derrière un financement participatif, beaucoup de connexions qui vont se créer. Donc c'est vraiment une étape qui reste intéressante aussi de ce point de vue-là. Euh, et je dirais, en parallèle de ça, ça va être le fait également d'apprendre ou de réapprendre à communiquer sur son projet, sur une action. Et effectivement, ça va donner pas mal d'outils pour la suite du projet, pour justement un petit peu savoir quelles sont les bonnes pratiques, etc. Donc ça fait partie des choses qui sont très formatrices pour le ou les porteurs de projet. Et puis aussi, bien évidemment, de crédibiliser le projet auprès peut-être d'autres acteurs, parce que parfois on a besoin aussi derrière de soit convaincre, alors que ce soit une banque, des partenaires ou des fournisseurs ou autres, de s'engager dans le projet. Et c'est vrai que le financement participatif, c'est vraiment une manière de montrer qu'il y a un public derrière qui soutient le projet et qu'il y a un certain engouement et que ça va donner effectivement ce crédit naturel au projet. Et les financements participatifs, c'est pour des porteurs de projets à but lucratif, mais aussi à but non lucratif. Euh, du coup, ensemble, on va plus s'intéresser aux acteurs associatifs, donc aux porteurs de projets à but non lucratif. Est-ce que tu pourrais nous citer une particularité du crowdfunding pour une association versus un acteur lucratif? La vraie particularité entre les deux,
ça va être en général le nombre d'acteurs qui vont être impliqués. Alors que ce soit au niveau des ou du porteur de projet, c'est vrai que souvent quand on est sur une activité lucrative, une création d'entreprise ou autre, ou un artiste, on va effectivement être seul ou un, deux ou trois autour du projet. Donc l'articulation notamment des étapes de communication, le fait de mobiliser un réseau, va mieux se dispatcher ou va être beaucoup plus fluide justement parce qu'on sera seul ou deux. Dans le cadre d'associations, là souvent le réseau de démarrage est plus important. Donc effectivement les porteurs de projets ou les membres de l'association sont un petit peu plus nombreux. Ce qui va nécessiter effectivement une bonne coordination de tout ce petit monde et soit d'avoir une personne qui effectivement prend un petit peu le lead sur les étapes en disant voilà, il va falloir communiquer auprès de telle cible. Puis ensuite, au bout d'une semaine, on va passer à telle personne, etc., etc. Et que le niveau d'implication, c'est super important aussi, idéalement que le niveau d'implication de chacun des membres puisse être quand même assez égal. Et donc, effectivement, ça nécessite que chacun des membres puisse être assez alerte quand même sur comment fonctionne le financement participatif, quelles sont les étapes et quels sont les enjeux, bien évidemment, puisque les associations ont souvent un réseau quand même assez conséquent. Le fait d'avoir un réseau important, ça doit surtout pas apparaître comme un frein pour une asso, pour le lancement d'une campagne de crowdfunding. C'est vrai que ça peut faire peur et ça peut paraître un énorme chantier de s'organiser en interne entre tous les bénévoles, salariés, partenaires, bref, tous les acteurs de l'association, voilà. Mais après, c'est juste important d'en avoir conscience parce que il est nécessaire de sensibiliser en interne sur le fait que la communication, le timing, la diffusion des messages respectent doivent respecter un planning et sont alignés sur une stratégie. Et à ce stade et dans ces conditions, le réseau, en fait, le réseau important devient une réelle force. Tout à fait. Quels sont selon toi les trois indispensables pour réussir sa campagne en ligne? Les trois indispensables, forcément, donc ça passe par le fait de bien lister les contacts qu'on a autour de soi. Donc nous, c'est ce qu'on appelle bêtement le listing de contacts. Ce listing, il doit se construire d'un niveau de proximité enfin en tout cas les personnes les plus proches de soi jusqu'aux personnes les plus éloignées. L'idée étant en fait que ça finisse par être un rétro-planning relationnel et que finalement la personne n'est plus qu'à suivre finalement ces étapes qui ne sont en fait que les contacts et l'ouverture en fait du champ des possibles au fur et à mesure justement de ces différents cercles de personnes et surtout de comprendre le processus de se dire il va falloir que je mette en confiance au fur et à mesure les personnes à qui je vais parler de mon financement participatif, d'où le fait qu'effectivement on ne démarre pas un financement participatif en parlant par exemple de son projet directement sur les réseaux sociaux, à tout son réseau, parce que dans son réseau, on a des personnes qui sont plus ou moins proches et des personnes notamment qui seront plus ou moins, en tout cas en termes psychologiques, j'entends, qui se sentiront plus ou moins OK avec le fait d'aider l'association en fonction de leur niveau de proximité. Donc si quelqu'un qui ne connaît pas trop l'association, ou en tout cas les membres de l'association au démarrage arrivent dans les premiers jours sur la campagne. Le risque, c'est qu'ils se disent, oula, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui a été collectées, enfin, il n'y a pas beaucoup de dons sur la campagne. C'est pas vraiment moi qui suis censée amorcer cette chose-là. C'est pas mon don qui fera la différence. Donc il y a vraiment effectivement cette jauge à bien placer et à bien saisir surtout. Donc le listing de contacts, ça va vraiment aider à ne pas se perdre et se disperser Mhm. et correctement faire les relances à terme. Et après, derrière, on va avoir effectivement le fait de pourquoi pas fonctionner sur un système de palier également pour justement se dire
voilà, j'ai peut-être un objectif final en tête, donc un montant à atteindre, une enveloppe budgétaire à collecter. Mais comme effectivement le calcul doit être savamment réfléchi en se disant plutôt combien de personnes vont pouvoir me soutenir dans mon réseau, qu'à l'inverse, de se dire j'ai besoin de telle enveloppe, donc je définis telle enveloppe comme étant mon objectif. Le système de palier, de se dire par exemple, je commence par 5-10 000 euros à collecter, puis ensuite 15, puis ensuite 30, etc. Ça va permettre de sécuriser déjà les fonds, puisque la plateforme pourra verser les fonds qu'à partir du moment effectivement où le seuil des 70% de réussite du premier palier, puisque ensuite, une fois que le premier palier est atteint, nous, dans tous les cas, c'est sécurisé, on pourra verser les fonds. Donc voilà, c'est se dire, OK, je me base là-dessus pour communiquer, continuer à collecter des fonds en déclenchant d'autres paliers. Donc cette réflexion, elle est intéressante à avoir en se disant, qu'est-ce que je mets également derrière ces paliers-là? Qu'est-ce que je vais faire avec 5-10 000 euros? Qu'est-ce que je ferais si j'atteins 15 ou 30 000 euros en plus? Voilà. Donc ça, c'est important également de réfléchir à cette structuration. Et bien évidemment, bah, le troisième point, comme je le disais un petit peu précédemment, c'est de respecter les étapes de communication. Ça, c'est vraiment un indispensable puisque si on donne cette stratégie, c'est que elle a été éprouvée et qu'elle fonctionne. C'est vrai que tout est très très lié et l'aspect psychologique des personnes, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que dans son réseau proche, bah, la confiance est de base acquise, alors que quelqu'un qui va être touché par exemple par l'intermédiaire d'un prescripteur ou de la presse, etc., va besoin, va avoir besoin, pardon, d'être rassuré. Et donc le fait que la campagne ait déjà pris, qu'il y ait déjà des dons, etc., ça rassure et ça donne confiance et ça incite à faire un don. En fait, c'est très très lié à, par exemple, ce qu'on dit sur aussi les équivalences de dons. C'est important de pouvoir dire aux gens, mais grâce à ça, grâce à tant d'argent, je vais pouvoir faire ça avec mon association. Bah là, le fait que la cagnotte, la collecte est déjà pris, on se dit ah bah en fait oui, si moi aussi je contribue, mon don finalement aura un impact parce que le projet va aboutir, parce qu'il y a beaucoup de contributeurs, voilà. C'est ça, tout est relié effectivement. Euh, du coup, Kengo, c'est une plateforme juste, je rappelle, 100% régionale. Euh, Qu'est-ce que la dimension régionale peut apporter aux porteurs de projets? Alors, ce que ça va apporter, c'est le fait notamment de prendre quand même conscience qu'aujourd'hui, notamment quand on va dépasser les cercles proches qui, pour le coup, peuvent, eux, être de tout horizon, euh, ou le cercle autour du projet, on va commencer à se dire, bah, là, c'est quand même intéressant que ma campagne de financement participatif touche des personnes en dehors du réseau qui est déjà celui que j'ai moi constitué. Donc, c'est se dire comment et par quel biais je vais pouvoir justement aller trouver un réseau cohérent et qui aura envie de soutenir le projet. Donc, c'est vrai que dans le cas d'une association, notamment, en fait, on va très souvent se dire, parce que cette association est près de chez moi et bien évidemment, après, il faut que l'action, la cause ou autre intéresse, mais globalement, on va avoir une sensibilité en tant que donateur qui va être accrue parce qu'on va se dire que ça se passe près de chez soi. Donc, ce sentiment-là a fait que Kengo est effectivement né en 2015 parce qu'il y avait du sens à ce qu'il y ait une communauté qui se crée autour justement de ce soutien local. Mm, mm, mm. Du coup, on peut s'attendre à avoir des dons extérieurs à notre réseau euh, principal, secondaire, de personnes physiques ou morales sur des campagnes. Tout à fait. Après, ça n'arrive pas au début, tout au début, bien évidemment, de la campagne, puisque comme on le disait, il est quand même nécessaire d'abord de mettre en confiance des personnes, enfin, mettre en confiance grâce à des dons de personnes qui nous connaissent bien,
des personnes qui nous connaissent moins bien ensuite. Donc ça va se déclencher en général plutôt sur la deuxième partie de la campagne, hein, les dons extérieurs. Mais bien évidemment que ça reste aussi l'objectif, c'est pas de rester cloisonné au réseau qui est déjà acquis et qui est déjà autour de soi. Et alors, concrètement, il est intéressant de s'appuyer sur la dimension régionale justement pour élargir son réseau et double bénéfice, bien sûr, faire connaître son projet via deux leviers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, complètement. Alors, il y a deux aspects hein, enfin, qui vont permettre d'attirer des personnes extérieures hein, qui ne connaissaient pas le projet à l'origine. Ça va être d'abord en premier lieu la prescription de la part d'acteurs, soit que l'on connaît ou des acteurs locaux ou dans notre domaine d'activité, qui vont en Mhm. parler à leur propre réseau. Et donc, du coup, on va aller toucher des gens qu'on n'aurait pas pu toucher tout seul. Donc ça, c'est le premier moyen d'aller toucher des donateurs extérieurs. Et effectivement, ensuite, derrière, l'idée de solliciter les médias va être primordiale puisque on va effectivement pouvoir aller élargir au grand public et réussir encore à aller plus loin dans cette démarche. Et les médias, en plus de ça, hein, avoir un article de presse ou une interview, va amener de la crédibilité au projet. Alors, il était déjà crédible avant, mais pour les gens, le fait d'avoir des retombées dans les médias va amener quelque chose en plus de se dire, ah oui, d'accord, donc il y a tel média qui en parle, ça veut dire que. Et à ce moment-là, effectivement, on va réussir enfin, à dépasser un certain seuil aussi pour que, peut-être même d'ailleurs, hein, que certaines personnes qui faisaient partie de notre réseau d'origine et qui n'avaient pas encore fait de dons jusqu'ici puissent déclencher leurs dons. Donc ça a plein de bénéfices de solliciter les médias. Mm. Pourrais-tu maintenant nous dire des occasions pour lesquelles des assos auraient lancé des campagnes de financement participatif sur votre plateforme? Alors, souvent, ce qui va quand même être intéressant pour une association, alors là, on peut parler par exemple pour une association qui est déjà créée, Oui, oui, ou oui. voilà, en tout cas, ça fait quelque temps qu'elle est créée. Ça va être de cibler une action spécifique, donc un événement, voilà, un développement particulier peut-être de l'association, un nouveau pan de l'association, une nouvelle action, etc. Donc, vraiment quand même avoir quelque chose d'assez ciblé et de pas dire ça servira à ça, plus ça, plus ça. C'est vrai qu'après, même, ça dilue un peu le message et c'est pas évident pour l'association de communiquer, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on cible et on conseille de cibler. Et après, effectivement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, par exemple, dans le cadre d'une association qui va créer un tiers-lieu ou reprendre un tiers-lieu ou développer un tiers-lieu ou voilà, en tout cas, une création au sens large. Là, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un sujet ciblé, puisque la création ou le développement est le sujet lui-même, en fait, du financement participatif. Et là, ça peut être des besoins qui sont d'ordre matériel, pourquoi pas des travaux, etc. Finalement, on peut résumer ça à une campagne de financement participatif lancée égale la réponse à un objectif au sein de l'association. Et c'est vrai que c'est très fréquent au sein d'un même projet enfin, que ce projet, cet unique projet réponde à différents objectifs. Et dans ces cas-là, c'est très pertinent de découper son projet en sous-projets pour que la campagne de financement participatif mise en place puisse répondre à un seul unique euh, objectif pour que ça ne brouille pas le message de communication, comme tu pouvais le dire, et que les donateurs puissent se dire ok, mes dons vont répondre à cet objectif-là. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais maintenant, j'aimerais que tu nous partages des chiffres clés, type le don moyen par personne, le montant moyen total collecté pour une campagne, le temps d'une campagne. Voilà, et si tu penses à d'autres choses, surtout, n'hésite pas. Mhm. Alors, pour démarrer, le premier chiffre intéressant, effectivement, c'est l'enveloppe budgétaire qui est collectée en moyenne par les porteurs de projets sur ce type de financement participatif. Alors, pour rappel, on est sur du financement participatif de dons avec contrepartie.
Donc, l'idée étant de proposer des contreparties en échange des dons. Et donc là, en donnant les chiffres, hein, je vais d'ailleurs donner aussi le don moyen et donc la différence entre le don avec contrepartie et le don sans contrepartie. Mais là, effectivement, sur ce type de campagne de don avec contrepartie, on va être sur une moyenne à peu près de 5 500 euros collectés par un porteur de projet, une association. Et le don moyen, lui, sera plus autour de 68-69 euros pour le don avec contrepartie, quand effectivement, à côté de ça, en don sans contrepartie, là, on va être plus autour de 22-23 euros. Donc, on est vraiment sur, voilà, presque du simple au triple, quoi, en termes de montant, d'où l'intérêt, effectivement, de se creuser un petit peu la tête sur l'aspect des contreparties qui peut amener quand même quelque chose en plus. Derrière, oui, Oui, dis-moi. oui. Non, je pensais que tu allais oublier le troisième chiffre qui m'intéresse. Le temps moyen d'une campagne à peu près. En moyenne, une campagne de financement participatif, ça va durer 2 mois. Sachant que nous, on est rarement en dessous de 1 mois et quasiment jamais au-dessus de 3 mois de campagne. Notamment parce que, effectivement, au-delà, ça va être contre-productif tout simplement, puisque en termes d'action de communication, on va quand même arriver un petit peu au bout Ouais. des options et on va un petit peu aussi épuisé. Disons que les contributeurs vont aussi avoir envie de passer à autre chose, notamment sur les messages, sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi parce que finalement, plus on va sur une page de collecte voir On a du une, temps, ouais, une on date a du temps, lointaine, ouais. plus ils vont se dire, ah oui, bon, bah, bon, je ferai ça plus tard. Et du coup, ça casse un peu la spontanéité du don également. Et on risque de perdre pas mal de monde au passage. Mhm. Donc ça, c'est important aussi de le voir de ce point de vue-là. Est-ce que tu voulais rajouter un chiffre parce que je t'ai un peu coupé ou c'était OK pour toi? Non, 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 je pense qu'on est bon. Non, OK. Par rapport aux contreparties, justement, ça serait chouette si tu pouvais nous partager ton retour d'expérience à ce sujet. Au niveau des contreparties, ce qui va être intéressant d'avoir en tête, c'est de finalement structurer à peu près entre 0 et 150 euros les paliers de contrepartie. Euh, alors pourquoi? Parce que bon, finalement c'est assez simple par rapport à ce que j'ai dit au niveau des chiffres juste avant. C'est que finalement, en termes de raisonnement, le donateur va arriver sur la page de collecte et se dire, j'ai le choix parmi quelle fourchette à peu près de paliers de contrepartie. Et donc, il va regarder, il va se dire, OK, j'ai une première contrepartie à 10 euros et une, par exemple, à 150 euros. Et donc, finalement, il va se dire, bon, si je veux être le plus juste possible, miser sur la contrepartie en termes de aussi, bah, voilà, quel est le porte-monnaie de la personne, hein, il faut aussi bien sûr l'envisager. Il va souvent se situer au milieu. Et finalement, on se rend compte que ce milieu-là, c'est autour finalement des 68-69 euros de dons moyens dont j'ai parlé précédemment. Donc, ça va avoir un intérêt. Parce que si on situe entre 0 et 100 euros les contreparties, peut-être que la personne, enfin, au global, les personnes se rapprocheront plus de 50 euros de dons moyens. Mhm. Donc, voilà, ça laisse supposer effectivement que la logique de proposer des contreparties entre 0 et 150 euros est intéressante. Après, attention à ne pas noyer les donateurs et les contributeurs sous un trop grand nombre de contreparties. Donc, l'idéal, c'est d'avoir 5-6 paliers de contreparties. Alors que ce soit pour cette raison-là, ou même pour le porteur ou les porteurs de projet, pour une question de logistique, puisque effectivement derrière, il va falloir gérer également le fait de dispatcher, d'envoyer les contreparties. Donc voilà, il faut effectivement réfléchir à cet aspect-là. Et d'ailleurs, notamment, le fait de ne pas oublier parmi les donateurs qu'on va cibler, le fait qu'il y ait certaines personnes qui ne puissent pas se déplacer et venir récupérer, par exemple, une contrepartie à un endroit donné. Et donc, d'avoir à minima une contrepartie qui puisse être expédiée par la poste, hein, ou en tout cas
la modalité de votre choix. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est super important de ne pas les oublier et de bien penser, notamment, que ce soit le cercle proche ou autre, de se dire qu'il y a peut-être des gens à l'autre bout de la France ou bon, à l'étranger, effectivement, souvent c'est un petit peu plus complexe en termes d'envoi, mais en tout cas, il peut y avoir des personnes un peu partout en France qui voudraient pouvoir soutenir un projet en fonction de son envergure, en fonction de son niveau de proximité avec le porteur de projet. La question des dons moyens, enfin ça se vérifie aussi sur les formulaires de dons. Enfin, quand une asso fait une campagne d'appel à dons, c'est vrai que quand il y a trois montants proposés, le, le don le plus fait, c'est le don du milieu, quoi. Donc c'est vrai que c'est important d'y penser pour les contreparties. Est-ce que tu pourrais maintenant nous partager ta contrepartie favorite et la plus atypique publiée sur Kengo? Alors, il y en a plusieurs. Je pense que je pourrais en citer deux que j'ai bien aimées. Alors, il y en a une qui est plus compliquée à mettre en place que l'autre. C'était donc il me semble que c'était bien une association qui était derrière le lieu, une sorte de tiers-lieu en fait où il y avait une brasserie, une épicerie, une librairie, etc. Et eux avaient proposé, alors là pour le coup c'était très avantageux pour les donateurs, c'était pour 25 euros donnés, vous pourrez venir consommer le double au bar. Donc bon là forcément vu qu'eux fabriquaient leur propre bière, je pense qu'ils retrouvaient leur petit au niveau de ces consommations. Mais c'est vrai que du coup, ça a cartonné. Donc, c'était vraiment original et atypique pour une campagne. Et après, c'est vrai que les contreparties, moi, que je trouve assez sympa aussi, c'est le fait d'avoir, alors soit, il y a plusieurs types, hein, mais du mobilier ou une pièce avec alors à choisir hein, le prénom ou le pseudo de la personne qui soit gravé, soit effectivement sur, par exemple, une chaise, sur une table, ou qu'une pièce prenne le nom d'une personne. Et parfois même, ça peut être effectivement un cocktail ou ce genre de choses. Donc ça, je trouve ça assez sympa parce que ça nécessite pas vraiment quelque chose de très complexe en termes de mise en place. Mais voilà, ça laisse quand même une trace assez sympa et originale, je trouve, dans un projet. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Ouais, ouais, c'est symbolique et pour le coup, à l'inverse de la première que tu as citée, le nom ou le prénom à mettre quelque part, même sur les réseaux, enfin, ça peut être répliqué dans plein Mm. de campagnes. C'est vrai que c'est très très chouette comme idée et atypique le fait de pouvoir consommer le double de son don en bière. Il y a un mécanisme très intéressant aussi que les assos peuvent mettre en place sur des campagnes de financement participatif ou sur plus généralement des campagnes d'appel à dons, c'est le système d'abondement. Donc, on peut être en partenariat avec une entreprise, par exemple, et l'entreprise s'engage à abonder le don réalisé sur la campagne. Et là, du coup, bah, ça rejoint un peu cette idée de j'ai le double en consommation de bière. En fait, là, mon don de 25 euros, par exemple, vaut en réalité 50 euros parce que l'entreprise partenaire de la campagne va abonder sur mon don. Donc, je donne 25, l'entreprise donne 25. Donc, c'est assez chouette, bah, là, cette déclinaison en bière. Mais du coup, enfin voilà, en fait, c'est globalement le même système et c'est très très incitatif et ça marche très bien, c'est vrai. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de Dengar? Engar, en fait, ça se présente sous la forme d'un formulaire de dons où effectivement les donateurs peuvent choisir de soutenir l'association soit ponctuellement, soit mensuellement. Et ça pour soutenir effectivement les actions qui seront citées sur le formulaire ou de manière générale l'association.
un formulaire de don à intégrer de toute urgence sur son site internet, n'est-ce pas? Non, mais plus sérieusement, très très utile aussi pour animer ces campagnes d'appel à dons tout le long de l'année. Donc voilà. Pauline, merci beaucoup pour ton temps et ce partage d'expérience en tant que plateforme de financement participatif régional. C'est vrai que la dimension régionale peut être un véritable atout lorsqu'on sait que la majorité des contributeurs s'intéressent de plus en plus aux projets qui se développent proches de chez eux. Dans l'esprit consommation locale, on pense aussi soutien local. Voilà, pensez-y et on se retrouve pour un prochain épisode. Surtout si vous avez des questions, des remarques, des besoins, n'hésitez pas. Vous le savez, Solipulse est là pour vous épauler, vous les assos, sur toutes les questions de recherche de fonds et donc aussi sur la question du crowdfunding. Voilà, cet épisode est terminé. On vous dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.